En Tunisie, seulement un électeur tunisien sur 3 s'est rendu aux urnes dimanche pour les premières élections municipales de l'après-révolution. Au lendemain de ce scrutin, la presse et les Tunisiens ont largement réagi. Les Centrafricains ont procédé à l'inhumation des victimes de l'attaque du 1er mai. C'est après une cérémonie qui s'est déroulée au centre de la capitale Bangui. La tension était vive au large de la Libye entre des ONG et des gardes-côtes libyens. Ces derniers ont encore empêché dimanche un navire humanitaire de s'approcher d'une embarcation en détresse alors que des migrants étaient à bord. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Après une cérémonie qui a duré 2 jours, l'abbé Tungu tué dans l'attaque d'une église le 1er mai à Bangui, est enterré dans la capitale centrafricaine au milieu d'une foule importante. Au moins 2 autres personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans de nouveaux échanges de tirs dimanche dans le quartier musulman du PK5 et d'autres situés à proximité à Apri lundi. L'agence France Presse de sources hospitalières. En Tunisie, cette fois, seulement un Tunisien sur 3 s'est rendu aux urnes dimanche pour les premières élections municipales de l'après-révolution. Une abstention massive qui sonne comme un désaveu cuisant pour la classe politique aux manettes depuis le printemps arabe. Au lendemain donc de ce scrutin, la presse et les Tunisiens ont largement réagi. On fait le point à travers ce reportage. Le taux de participation restera incontestablement une tache noire de cette première municipale tunisienne, 4e scrutin organisé dans le pays depuis la révolution de 2011. Selon l'instance en charge des élections, la participation n'a atteint que 33,7% au niveau national et seulement 26% à Tunis, la capitale, contrairement aux dernières élections nationales où le taux de participation avait dépassé les 50%. Au lendemain de ces votes marqués par une abstention massive qui sonne comme un désaveu cuisant pour la classe politique, des Tunisiens ont réagi. C'est une bonne chose que ce soit déroulé les élections municipales. On sent qu'après la révolution, il y a quelque chose qui est en train de changer. J'ai constaté dans les bureaux de vote une grande abstention des jeunes que nous n'imaginions pas. Pourquoi ne sont-ils pas allés voter? Parce que les politiciens racontent beaucoup de choses, les mêmes paroles sont répétées et les électeurs ne voient pas les résultats. C'est-à-dire qu'un parti vient te voir peu avant les élections et te raconte ce qu'il va faire. Ensuite, il prend ses fonctions et les électeurs ne voient rien. Ils ne retrouvent pas les engagements pris. La presse souligne elle aussi le désenchantement des Tunisiens cette année après la chute de la dictature de Zine El Abidine Ben Ali, entre hausse des prix, crise politique à répétition et corruption. Si les résultats officiels ne seront connus que dans les jours à venir, l'Institut de sondage Sigma crédite Ennahda de 27% des voix contre 22% à Nida Tounes, le parti au pouvoir. Les listes indépendantes, elles, sont données à 28% en score cumulé. La tension était vive au large de la Libye entre des ONG et les gardes-côtes libyens qui ont encore empêché dimanche un navire humanitaire de s'approcher d'une embarcation en détresse alors que des migrants étaient à l'eau. En effet, les gardes-côtes libyens interdisent aux ONG de récupérer les migrants dans la Méditerranée. Ils les accusent d'être liés au réseau de passeurs. Reportage. L'Aquarius, affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, a été prévenu par les gardes-côtes italiens de la présence d'un canot surchargé de migrants au large de Tripoli. Mais les gardes-côtes libyens, qui ont pris le contrôle de l'opération, ont interdit au navire de s'approcher, lui ordonnant même de s'éloigner lorsque des migrants ont sauté à l'eau pour tenter d'éviter d'être reconduits en Libye. En effet, les gardes-côtes libyens interdisent aux ONG de récupérer les migrants dans les eaux de la Méditerranée, les accusant d'être liés au réseau de passeurs. Dimanche, la marine libyenne a annoncé avoir secouru plus de 300 migrants dans 3 opérations distinctes, faisant état d'un mort et d'un disparu. Dans la matinée, en revanche, en l'absence de garde-côtes libyens, le voilier astral de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms a secouru 105 migrants, dont une douzaine de femmes et d'enfants, qui se trouvaient sur un canot en perdition à environ 30 miles des côtes libyennes.
La coordination entre Rome et Tripoli a fait chuter drastiquement les départs vers les côtes européennes. Selon les autorités italiennes, près de 9 500 migrants ont débarqué cette année, soit une baisse de 75% par rapport à la même période en 2017. L'envoyé spécial de l'ONU à Madagascar, Abdoulaye Batli, a rencontré le président Henry à Antananarivo. Depuis plus de 2 semaines déjà, la situation est très tendue sur la grande île. Des manifestations ont eu lieu presque chaque jour dans la capitale. L'opposition, qui dénonçait l'adoption de nouvelles lois électorales favorables donc au régime, selon elle, demande maintenant la démission du chef de l'État. Arrivé dimanche à Antananarivo, la capitale, pour aider à apaiser les tensions politiques, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies à Madagascar, Abdoulaye Batili, a rencontré le président malgache. Sa mission, appuyer les discussions entre les autorités et l'opposition pour revenir à la stabilité, a-t-il expliqué, à sa sortie d'un entretien d'1 heure avec le chef de l'État. Il a annoncé vouloir rencontrer tous les acteurs malgaches en concertation avec les autres éléments de la communauté internationale, en particulier l'Union africaine et la SADC. À ses yeux, la solution est entre les mains des acteurs malgaches. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU a souhaité qu'un dialogue s'amorce entre l'ensemble des acteurs pour une sortie de crise. La solution se trouve entre les mains des malgaches et la communauté internationale est là pour les appuyer. Pendant sa mission, l'envoyé spécial des Nations Unies devra toutefois faire face aux réticences de l'opposition concernant l'implication de la communauté internationale dans la résolution de cette crise. Contactés, certains députés expliquent qu'ils ne sont pas totalement fermés aux discussions à la condition que l'émissaire des Nations Unies comprenne les tenants et les aboutissants de leur démarche. D'autres indiquent qu'une médiation internationale n'est possible que si le président de la République démissionne au préalable. Car l'autre obstacle, c'est bien le refus des députés de l'opposition de dialoguer avec le régime. Lors de la première tentative des négociations fin avril, ils avaient finalement boycotté la deuxième rencontre organisée par les représentants de la communauté internationale à Madagascar. En République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, a tenu son meeting ce dimanche à Uvira. Le parti de l'opposant emblématique Tshisekedi a bravé l'interdiction de la réunion par les autorités locales et provinciales. Un meeting qui se tient dans un climat politique tendu alors que la participation de la diaspora à la présidentielle de décembre est de plus en plus compromise. Les détails. La situation sécuritaire dans la région ne permet pas qu'on puisse autoriser la tenue des meetings, avait ainsi justifié Claude Niamungabo, le gouverneur du Sud Kivu, joint au téléphone. Et c'est la même raison sécuritaire qui a été évoquée par l'administrateur du territoire d'Uvira dans sa correspondance adressée à Jean-Jacques Elakano, président fédéral de l'UDPS. Mais malgré ce refus et en dépit de la confiscation du podium qui devait être utilisé pour la manifestation, les militants de l'UDPS ont défié l'autorité. Le meeting a eu lieu dans l'enclos de la permanence du parti. Les éléments de la police dépêchés sur les lieux pour disperser la foule n'ont pu que constater le bon déroulement de la réunion. Élection et restitution des résolutions issues du dernier congrès de l'UDPS ont été les seuls points à l'ordre du jour de ce rassemblement. Pour Jean-Marc Kaboun, le secrétaire général de l'UDPS, reconduit, la tentative d'empêcher ce meeting démontre comment le pouvoir se contredit et marche à reculons en ce qui concerne la décrispation politique convenue dans l'accord de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Autre point d'achoppement, la participation des Congolais de l'étranger au processus électoral qui pourrait être compromise selon plusieurs sources officielles. Le vote des Congolais de la diaspora pourrait être reporté, a renchéri aux responsables de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. La veille, le président de la CENI, Corneille Nangaa, avait sollicité l'arbitrage du Parlement pour qu'une option définitive soit levée sur la participation ou non de la diaspora congolaise au scrutin du 23 décembre 2018, a révélé le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Le recensement des Congolais de l'étranger est prévu du 1er juillet au 28 septembre, d'après le calendrier de la Commission électorale. Il joue le jeu de Kabila, c'est inacceptable. Nangaa tente de priver l'opposition de ce réservoir à voix de la diaspora, réputé hostile au président Kabila et son groupe, a réagi maître Peter Kazadi, proche de l'UDPS.
Enfin, un soulagement pour les élèves, étudiants et malades et autres usagers de l'administration béninoise. Les centrales syndicales ont lundi porté la voix des travailleurs. Les mouvements de débrayage débarrés en novembre 2017 au Bénin sont jusqu'à nouvel ordre suspendus. Ainsi en ont décidé les grévistes à l'issue d'assemblées générales tenues dans les 12 départements du pays le 4 mai dernier. Un extrait des déclarations. Vu que les différentes assemblées générales organisées sur toute l'étendue du territoire le 4 mai 2018 ont majoritairement décidé de la suspension des différentes motions de grève en vigueur, les centrales et confédérations syndicales encore en lutte, à savoir la COSI Bénin, la CSTB et l'UNSTB, tiennent à faire les constats ci-après. En tout état de cause, prenant acte de la situation objective de l'état du mouvement et de la volonté de la base de se réorganiser pour la poursuite de la lutte, la COSI Bénin, la CSTB et l'UNSTB décident de suspendre ce jour, lundi 7 mai 2018, le mouvement de grève en cours depuis novembre 2017 pour certains et janvier 2018 pour d'autres, et appelle les travailleurs à reprendre le service à compter du mardi 8 mai 2018. Ils doivent faire l'effort de rester en état de veille. En état de veille parce que c'est une occasion que nous donnons au gouvernement du président Talon. Il doit saisir cette occasion-là pour que, pendant la calmie, qu'il convoque les négociations, qu'il discute avec les travailleurs, les représentants des travailleurs que nous sommes, pour trouver des solutions aux différentes revendications des travailleurs. Vladimir Poutine a prêté serment ce lundi pour son 4e mandat à la présidence de la Russie jusqu'en 2024. C'était lors d'une cérémonie solennelle au Grand Palais du Kremlin en présence des présidents des 2 chambres du Parlement russe et celui de la Cour constitutionnelle. Les détails. Réélu en mars avec 76,7% des voix, soit le score le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine s'est imposé plus que jamais comme l'homme fort d'une Russie qu'il a replacé au premier rang sur la scène internationale au prix de tensions croissantes avec les Occidentaux. Après déjà 18 ans aux commandes, il a prêté serment pour son 4e mandat à la présidence, soit jusqu'en 2024. En ce moment d'investiture, au devoir du président de la Russie, je suis particulièrement conscient de ma responsabilité colossale devant chacun de vous, devant tout notre peuple multinational, devant la Russie, ce pays de grandioses victoires et d'accomplissements. Je considère comme mon devoir et le sens de ma vie de faire tout mon possible pour la Russie, pour son présent et pour son avenir. Je remercie de tout mon cœur les citoyens russes pour votre solidarité, avec la conviction que nous pouvons faire une différence pour le mieux. Encore une fois, je veux vous dire merci. Merci pour le soutien sincère que vous, citoyens de Russie, m'avez apporté à l'élection présidentielle. La cérémonie d'investiture s'est déroulée devant les députés, les sénateurs et des personnalités du monde culturel russe réunis au Kremlin. Le scrutin qu'il avait remporté en arrivant très loin devant ses adversaires avait été qualifié de transparent au maximum par la commission électorale. L'opposition et les ONG russes avaient de leur côté fait état de milliers d'irrégularités, notamment de bourrages d'urnes et d'électeurs emmenés votés par autocars entiers sous pression de leur employeur. La cérémonie d'investiture a été précédée par une série de manifestations anti-Poutine organisées samedi dans toute la Russie à l'appel du principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny. Ces rassemblements, qui avaient été interdits par les autorités, ont souvent été dispersés violemment et ont débouché sur plus de 1500 arrestations, dont celle de Navalny, relâché peu après. Sauf réforme constitutionnelle, Vladimir Poutine ne pourra pas être à nouveau candidat en 2024, la constitution russe interdisant de briguer plus de 2 mandats consécutifs. Bonne journée à chacun et à tous en compagnie des programmes de SICA. C'est la fin de cette édition. Au revoir.